Donc, moi, je travaille à l'INM là, depuis une dizaine d'années et on a organisé plusieurs processus délibératifs citoyens. Donc, ça va me faire plaisir. On a perdu ton son, je crois, Mallory. On voit ton image, mais on ne t'entend pas. OK, c'est revenu. C'est bon. Très bien. Alors, est-ce que j'arrive pas à contrôler. Ah oui, voilà. Fait que là, vous voyez que quand je change de diapo, c'est bon? Non, OK. on voit toujours la première diapo, là, la page 1. Dans ta fenêtre Chrome, peut-être que tu voulais partager une autre fenêtre que ta fenêtre Chrome? Non, là, je suis. Mais sinon, tu peux nous le montrer comme ça. On voit la diapo. C'est juste qu'on voit, on voit la fenêtre Chrome autour là, avec les barres d'onglets. Attendez un petit peu. Bon, on va y aller comme ça, comme j'arrive pas à changer autre chose. Donc, c'est ça. Donc, l'INM, notre mission, c'est de faire participer les citoyens à la vie démocratique. Donc, pour faire ça, effectivement, on a des programmes d'éducation à la citoyenneté qui s'adressent surtout aux jeunes, mais on accompagne aussi des organisations publiques, parfois privées, qui souhaitent faire participer des citoyens à la vie démocratique sur différents enjeux d'intérêt public. Donc, là, je vais vous parler un peu des projets qu'on a menés par le passé. Est-ce que là, vous voyez quand je change de diapositive? Toujours pas? Non, non, toujours pas. C'est vraiment dans la fenêtre Chrome là, que je pense que tu peux faire bouger tes pages. Maintenant, est-ce que vous voyez la page contexte? Non, sinon, écoute, moi, je peux peut-être l'ouvrir chez moi, Mallory. Oui, si tu étais capable de la partager pour moi, là, ce serait peut-être idéal. Je ne sais pas pourquoi j'ai tant de difficultés. Oui, OK. Juste un instant. Je peux peut-être y aller de quelques commentaires d'ouverture pendant que je vais te Oui. chercher ça. Bien, d'abord, je peux peut-être dire que effectivement, l'INM participe à cette rencontre-ci dans le but de partager de l'information neutre sur les processus délibératifs. L'INM est en faveur d'une réforme du mode de scrutin, mais on laisse aux diverses parties prenantes le soin de s'entendre sur les meilleurs moyens de faire participer les citoyens à ce projet de réforme. Le référendum, c'est actuellement la proposition du gouvernement du Québec. Et je voudrais juste souligner aussi que le référendum et l'Assemblée délibérative ou le panel citoyen ou le jury citoyen, il y a plusieurs façons là, de nommer les processus délibératifs. Ce sont deux dispositifs participatifs qui ne sont pas en concurrence, mais qui peuvent être complémentaires. Les deux sont légitimes et utiles, mais ils visent des objectifs différents. Donc, le référendum, c'est le moyen de faire en sorte que la population prenne une décision. C'est le peuple qui décide, c'est un dispositif de participation directe, tandis que le processus délibératif permet de faire participer un échantillon de la population à l'identification d'une solution juste acceptable pour la société. Donc, c'est vraiment un dispositif de démocratie délibérative et les élus peuvent conserver leur pouvoir décisionnel quand on fait le choix d'utiliser ce dispositif-là. Qu'est-ce qui doit faire en sorte qu'une société va choisir un dispositif par rapport à un autre ou les deux de manière complémentaire? Bien, c'est évidemment des raisons liées au coût, au momentum, au degré d'avancement d'une solution acceptable dans la société. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui vont venir en ligne de compte. Fait que, Jean-Sébastien, merci. Je vois que tu as réussi à présenter la présentation. Est-ce que tu pourrais avancer? Puis encore, on va passer jusqu'à la prochaine encore. Merci. Donc, c'est quoi un processus délibératif citoyen? C'est un processus par lequel les participants s'informent
s'informent sur un enjeu, sur les différentes perspectives autour d'un enjeu d'intérêt public, puis vont échanger des arguments pour essayer de trouver, comme le disait très bien Claudia tout à l'heure, un terrain d'entente, une solution qui va être assez consensuelle et partagée. Et donc là, ce que vous avez sous les yeux, je vous la présente pour éclairer la discussion qu'on a actuellement. C'est ce qu'on appelle l'échelle de la participation publique. L'OCDE en a une aussi qui est à 3 niveaux. Là, si je me souviens bien, c'est informer, consulter, participer. Bon, nous, à l'INM, on utilise celle-là qui a 5 niveaux. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a différents dispositifs participatifs qui appellent à différentes formes, différents degrés ou niveaux de participation. Puis quand on parle de délibération, bien, on est vraiment c'est une participation active où les participants sont invités à formuler un avis sur une question précise. Donc, je rejoins un peu ce que disait déjà Claudia. Le processus délibératif peut miser sur les étapes précédentes. Donc, il y a de l'information, il peut y avoir de la consultation, il y a évidemment du dialogue. Mais l'objectif, quand on parle de délibération, c'est vraiment d'amener un groupe d'individus à formuler un avis ensemble sur une question. Tu peux passer à la prochaine diapositive, Jean-Sébastien. Merci. Les bénéfices attendus des processus délibératifs, donc améliorer la cohésion sociale, parce que quand un individu, même s'il n'est pas d'accord nécessairement à 100% avec la décision ou le verdict au terme du processus, l'individu aura plus tendance à comprendre le raisonnement qui va avoir mené à cette décision-là. Développer les capacités du public et l'aider à comprendre les enjeux. Donc, ça, c'est un bénéfice évident. Ça permet d'améliorer la qualité des décisions, des politiques, des services par l'apport de connaissances, de savoirs très diversifiés dans la société. On peut constater aussi que ça permet d'accroître le soutien du public aux décisions. Réduire les inégalités de participation, pourquoi? Parce que dans un processus comme celui que je vais vous décrire là, plus spécifiquement dans chacune de ces étapes, mais que Claudia a commencé aussi à décrire avant moi, les participants sont sur un pied d'égalité et le processus permet qu'ils avancent ensemble. Donc, il y a une forme de mise à niveau par l'information qui est partagée et puis ils font des pas ensemble dans un raisonnement collectif. Et le processus de sélection aléatoire des participants fait aussi en sorte que il y a pas ça ne peut pas être pris d'assaut, disons, comme processus par un groupe d'intérêt, par exemple, qui aurait un discours plus organisé ou plus structuré. On peut voir aussi que ça crée les conditions d'émergence d'innovation par cette multiplication des perspectives puis l'interdisciplinarité. Prochaine diapo, s'il vous plaît, Jean-Sébastien. Merci. Donc, l'intérêt aussi, c'est donc la crédibilité, la légitimité de ces exercices-là. La crédibilité par donc le processus d'information, d'acquisition de connaissances, le dialogue avec des experts pour accompagner ces participants non experts, là, citoyens, à bien s'imprégner des enjeux. Puis la légitimité qui est liée à, évidemment, l'indépendance ou la neutralité de l'animation du processus. Ça, c'est une des conditions de succès. Mais aussi sur la sélection des participants qui se fait sur une base aléatoire. Puis j'en parlais aussi, là, il y a diverses façons de faire ça, mais ça s'apparente un peu à une loterie citoyenne. Donc, ça permet ensuite, avec une stratification démographique. Donc, on essaie de reproduire, on peut reproduire ou en fonction d'autres critères, une représentativité populationnelle dans le cadre de ces regroupements mis sur pied de ces groupes-là. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Jean-Sébastien. Donc là, je vous ai mis une liste d'expériences québécoises. Une expérience qu'on avait faite dès 2010 pour le directeur, à la demande du directeur général des élections. À l'INM, on avait mis sur pied un jury citoyen sur le financement des partis politiques. Et je dois dire que ce jury-là avait eu un impact, c'est-à-dire qu'on avait abaissé, là, suite à leur recommandation, le montant de contribution individuelle maximale.
qui était possible. Donc, il y avait eu une série de recommandations qui avaient porté écho quand le directeur général des élections avait ensuite présenté là, le verdict de ce groupe de citoyens à l'Assemblée nationale. Bon, ensuite, on a fait aussi en 2011 un panel citoyen sur la municipalité de l'avenir pour l'Union des municipalités du Québec. On en a fait un en 2019, très récemment, pour le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. C'était pour informer la direction de la santé publique sur le programme de vaccination provincial contre le zona. Il y avait un enjeu éthique parce qu'il y avait une rareté des vaccins disponibles, du nombre de vaccins disponibles et plusieurs couches de la population qui en avaient besoin. Donc, il fallait faire des choix à qui on allait donner le vaccin en premier. Donc, c'était vraiment une discussion intéressante là, à laquelle on avait convié un groupe de citoyens qui avaient réussi à s'entendre sur une priorisation pour les doses de vaccins disponibles. Ensuite, un autre exemple, c'est les dialogues citoyens sur l'avenir énergétique du Canada. Donc, ça, on l'avait fait en collaboration avec le Center for Dialogue de l'Université Simon Fraser pour Ressources naturelles Canada. Une très belle démarche qui, malheureusement, dans ce cas-ci, qui était à l'initiative d'autorités publiques, mais qui n'a pas donné beaucoup de suite. Hein. À ma connaissance, là, c'est un rapport qui a été tabletté là, carrément, en fait, cet exemple-là. Constituant, ça, c'est une initiative qu'on a menée à la demande d'un groupe de la société civile, qui était le théâtre Carte Blanche, qui est un théâtre expérimental au Québec, qui nous a approchés en nous demandant est-ce qu'on pourrait là, organiser une assemblée constituante pour le Québec, qui aurait demandé d'écrire une constitution pour le Québec. Et ça, c'est un très grand processus d'assemblée qu'on a mené là, en 2018-2019, contrairement aux expériences précédentes que je vous ai nommées, qui ont tenu sur 4 mois, peut-être en 3-4 mois. Celle-là, elle s'est étendue sur une période d'1 an avec 42 citoyens et citoyennes de partout au Québec qui ont passé à travers donc, les étapes, un processus d'information, de délibération. Il y a eu des consultations publiques aussi, une tournée là, dans différentes villes du Québec de forums citoyens. Donc, les panélistes qu'on appelait les constituants ont pu s'informer, prendre le pouls de la population sur différents sujets. Et ils ont écrit une constitution citoyenne pour le Québec qui est disponible en ligne si vous avez la curiosité, puis qui a été déposée à l'Assemblée nationale, mais de manière symbolique, bien sûr, puisque ce n'était pas une démarche qui avait été initiée par l'État. Puis ensuite, le panel citoyen sur le vote par Internet, un autre très récent qu'on a fait, toujours pour Élections Québec, où un groupe de citoyens se sont prononcés sur l'opportunité ou non pour le DGE, le directeur des élections, de se lancer dans le vote par Internet. Et en cours, alors, nous avons actuellement une démarche de ce type-là en cours, un processus délibératif qui est le dialogue sur l'autonomie alimentaire pour le Québec. Et nous avons actuellement un groupe de 35 citoyens et un groupe de 35 producteurs producteurs alimentaires là, de différents types d'exploitation, de différentes tailles, qui délibèrent pour voir s'ils ne peuvent pas s'entendre. Donc là, on a un peu modifié le processus parce qu'on a formé ces deux groupes-là qui délibèrent d'abord de manière séparée puis ensuite ensemble. Et leur mandat, c'est de s'entendre sur des éléments d'un contrat social pour accroître, pour favoriser l'autonomie alimentaire du Québec. Donc, les deux extrémités de la chaîne alimentaire, les producteurs, les citoyens, qui donc passent à travers ce processus d'information de délibération. Alors, j'ai mis le lien là, du site Internet si vous voulez en savoir plus sur cette démarche-là. Prochaine étape, prochaine diapo. Donc, je vous mets un peu les grandes étapes qui sont toujours les mêmes pour chacun de ces processus délibératifs-là. Et puis là, je vais entrer dans chaque étape là, de manière plus précise. On peut tout de suite passer à la prochaine diapo. Fait que la préparation, c'est l'étape la plus importante. J'essaie de concrétiser un peu là,
la faire pour vous, là, que vous voyez concrètement comment ça se décline, ces processus-là. La première étape, c'est de clarifier le cadre de gouvernance. Donc, souvent, on va mettre en place un comité de pilotage et un comité aviseur ou scientifique qui va réunir des experts ou des parties prenantes de l'enjeu qui vont pouvoir aider le comité de pilotage à se donner les bonnes orientations, puis qui vont pouvoir aussi aider à s'assurer d'avoir des informations complètes, puis de mobiliser toutes les expertises pertinentes existantes sur un sujet. Ensuite, la deuxième étape de la préparation, c'est de faire un document d'information qui va cadrer la discussion, les grands enjeux, un inventaire des positions déjà connues sur ces grands enjeux-là, et puis des questions, des pistes de réflexion pour orienter la réflexion. C'est utile pour faire la mise à niveau, comme on disait, initiale là, des participants à une démarche. Ensuite, on va faire un programme d'activité. J'étais intéressée de voir dans la présentation de Claudia que dans les caractéristiques là, que vous avez nommées, il y a des rencontres délibératives en personne. Et donc là, cet automne, pour le dialogue sur l'autonomie alimentaire, c'est la première fois qu'on va tester ce processus délibératif sans faire de rencontres en personne. Pandémie oblige. Donc, on va voir, on va pouvoir tester est-ce qu'on arrive à des bons résultats. Nous, on pense que oui. Mais c'est sûr que c'est un autre design parce qu'on ne peut pas jamais passer une journée ensemble en ligne, c'est trop exigeant. Donc, on a plutôt misé sur une série de plus petites rencontres virtuelles. Prochaine diapositive. Donc, évidemment, un plan de communication pour que la population puisse suivre le projet, pour qu'on puisse, par exemple, si tous les volets informatifs, les audiences d'experts, ça peut être web diffusé pour en faire bénéficier la population plus large. Et l'appel de candidature, ça, c'est vraiment l'élément clé. L'appel de candidature pour inviter des citoyens à participer à l'exercice. Donc là, dans l'appel, on doit clairement écrire c'est quoi les critères. Bon, c'est quoi le mandat, évidemment, les critères de sélection, un formulaire qui va nous permettre d'enregistrer toutes les données un peu sociodémographiques dont on a besoin, puis une foire aux questions pour que les gens sachent exactement dans quoi ils s'embarquent. On va préparer un site web. Il y a deux façons de diffuser un appel de candidature actuellement de manière aléatoire au Québec, soit par Post Canada. Donc là, on va demander à Post Canada de nous générer des listes aléatoires en fonction de nos critères. Exemple, on veut des gens dans toutes les régions du Québec. Bon, ben, ils vont nous générer une liste. Et là, on va envoyer par la poste l'appel de candidature avec des enveloppes préaffranchies. Puis on va recevoir les candidatures par la poste. Une autre façon, c'est aussi de travailler avec des firmes de sondage. Les firmes de sondage, les GSOM, là, vous en connaissez, ont des panels web qui peuvent qu'ils peuvent utiliser là, pour créer un échantillon aléatoire, toujours en fonction de nos critères, des critères qui nous intéressent. Ensuite, excusez-moi, là, j'ai comme perdu un plan d'évaluation, évidemment. Nous, on fait ça souvent d'envoyer, une fois qu'on a sélectionné nos candidats, on va envoyer un petit questionnaire avant et après l'expérience pour mesurer est-ce que ça a eu un impact aussi sur les individus en termes des connaissances acquises? Est-ce qu'eux aussi ont la perception d'avoir influencé le débat public au terme de l'exercice, etc. Donc, l'évaluation est toujours une composante importante. Prochaine diapo. Le lancement. Alors, une fois qu'on a fait toute cette préparation, qui est la première étape, mais qui est il y a beaucoup de choses à faire, mais là, on va lancer l'appel de candidature. Et puis là, on peut faire des communications publiques pour que les foyers québécois, là, on parle du Québec, qui reçoivent l'appel, participent. Prochaine diapo, la sélection. Donc, il faut qu'on prévoie un bassin de personnes très large qui vont recevoir ça, de manière à constituer un échantillon
satisfaisant à partir duquel on pourra faire notre sélection. Donc, je vous donne l'exemple dans le cas du projet en cours sur l'autonomie alimentaire. On a envoyé à 12 000 foyers québécois par la poste l'appel de candidature, ce qui nous a permis de recevoir un échantillon de personnes volontaires, d'une centaine de personnes, là, si je ne me trompe pas. Puis c'est parmi cet échantillon de personnes volontaires qu'on fait un deuxième tirage au sort pour remplir les profils qu'on souhaite, donc de chaque des personnes de différentes régions, de différentes tranches d'âge. Typiquement, dans un processus délibératif, on va essayer d'aller, c'est ça, refléter la diversité de la population, donc âge, revenu, scolarité, appartenance à une minorité ethnoculturelle. Donc, ce sont des critères qu'on peut choisir d'utiliser. Puis les critères vont varier selon les projets. Ils ne seront pas nécessaires. Le but, ce n'est pas nécessairement de reproduire à la perfection la population québécoise, parce que selon les projets, on peut vouloir rechercher des publics différents. Donc, typiquement, un jury citoyen ou un panel citoyen, c'est plutôt de 10 à 20 personnes, mais après, quand on va plus dans des processus de type assemblée, comme conférence de consensus, tout ça, on peut avoir beaucoup plus de personnes. L'exemple de 100 personnes là, de Claudia, la conférence sur le climat qu'il y a eu à Paris, je crois que c'était une centaine de personnes qu'il y a eu par ailleurs. Puis là, dans le dialogue pour l'autonomie alimentaire, vous voyez, c'est 70 personnes, 35 citoyens, 35 producteurs que l'on réunit. Prochaine diapositive. Donc, un exemple de programme d'activité. Il y aura toujours les rencontres d'information en premier. D'abord, une rencontre un peu logistique. Tu sais, souvent, les personnes qui participent, c'est la première fois qu'ils vont participer à ce genre d'exercice-là. Donc, il faut prendre le temps au début de juste répondre à leurs questions, comment ça va fonctionner, le calendrier des travaux. Ensuite, une première rencontre de préparation où les gens vont avoir un premier exercice de discussion. Ils vont pouvoir identifier ensemble des questions qu'ils se posent par rapport à la problématique et des questions qu'ils souhaiteraient poser à des experts. On va ensuite les faire rencontrer ces experts-là. Les gens peuvent poser des questions. Et puis, après, il y aura d'autres rencontres délibératives. Une, plusieurs, ça va dépendre des projets, ça va dépendre de la problématique qui est à l'étude. Si on parle de réforme électorale, bien, vraisemblablement, il faut se donner quand même du temps parce que c'est sûr que c'est une problématique complexe. Puis finalement, la dernière étape, c'est la validation d'un verdict qui aura été, qui est issu des délibérations des citoyens. Un verdict, un avis, il y a différentes façons de nommer ça. Prochaine diapositive. Donc, le bilan de la démarche. Alors, nous, on rédige toujours des bilans pour faire c'est la mémoire, c'est la trace là, des projets. On décrit la démarche, le bilan du processus de sélection, le déroulement des activités, l'évaluation, évidemment, par les participants, puis le verdict, qui souvent est un document assez court qui peut tenir sur quelques pages. Prochaine diapositive. Là, je vous ai mis une liste de conditions de succès. On pourra en discuter ensuite peut-être au cours de la période de questions, mais c'est sûr que le processus de sélection aléatoire sur un premier échantillon très large est important. Donc, si on veut avoir un échantillon intéressant pour bien compléter les profils, il faut que le premier appel aille à plusieurs milliers là, de personnes. Une compensation financière, même symbolique, c'est un incitatif important pour permettre aux citoyens de participer. En particulier, si parmi nos critères, on veut des gens de différentes classes de revenus, hein, on peut pas demander à des personnes qui ont à faible revenu d'investir beaucoup de temps comme ça gratuitement. Ça va être plus difficile, en tout cas, de les faire participer. Le temps incompressable, je ne sais pas si c'est un bon mot français là, que j'ai utilisé, mais lié au processus d'acquisition de connaissances puis de dialogue. Ensuite, une animation neutre, indépendante, c'est sûr que c'est important également. La mise à contribution d'expertise, de savoir institutionnels, mais scientifiques aussi, qui sont pertinents.
Un secrétariat qui est agile, qui est réactif, qui peut répondre aux imprévus. Dans le cadre de ce genre de démarche-là, le groupe est souverain hein, quand même. Donc, s'ils nous disent on manque d'informations pour poursuivre, il faut pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc, il y a toujours un peu de contingence. Ensuite, évidemment, il faut produire des synthèses pour pouvoir accompagner les participants dans leurs travaux. Un guide de délibération aussi qui est clair, qui mise sur des séances à huis clos pour que les participants puissent exprimer librement là, le fond de leur pensée. Et dernier point, ben, c'est sûr que si la démarche est initiée à la demande des décideurs, ces résultats sont plus susceptibles d'être concrétisés. Donc ça, c'est évident. Mais nous, on a quand même eu des expériences où, malgré ça, les résultats n'ont pas toujours été concrétisés. Donc, c'était juste une nuance que je jugeais utile d'apporter. Puis, je crois que ça fait le tour, là, Jean-Sébastien. Oui, c'est ça, c'était la fin de ma présentation. Donc, ça me fera plaisir de répondre à des questions éventuelles.